Donc, le cours d'aujourd'hui, on fait un survol du cours et je vais vous dire que après aujourd'hui, vous êtes capable de faire peut-être 60% de la matière nécessaire. Les 10 prochains cours, c'est tout simplement une variation sur un thème. Alors, on va évaluer des projets. Donc, en finance 1, on a vu la théorie de l'intérêt. Alors, la seule chose que vous devez savoir, c'est que la valeur accumulée est égale à l'investissement aujourd'hui fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance t. C'est la seule chose que vous devez vous souvenir de finance 1. Tout le reste, ça va être construit là-dessus. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 6 calculs. On va regarder un projet. Imaginez qu'au temps zéro, on fait un investissement. Tous nos projets, jusqu'à l'intra, les cash flows, on va assumer qu'ils sont certains. La réalité, c'est que si vous investissez dans n'importe quel projet aujourd'hui, vous ne savez pas que vont être les cash flows futurs, tous les profits futurs. Donc, pour l'examen, on va commencer dans un monde de certitude. Alors, on connaît tous les cash flows avec certitude. On va savoir combien on investit aujourd'hui et dans tous les cas, l'investissement initial sera au temps zéro. Et au temps 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à N, la durée du projet, on va recevoir des cash flows positifs. Donc, un cash flow négatif au temps zéro, notre investissement, alors de l'argent qui sort, négatif. Et du temps 1 jusqu'au temps N, on a des cash flows positifs qui vont rentrer. Alors, quelle est la valeur du projet? Le premier calcul qu'on va faire, c'est la valeur actuelle nette. Mais c'est tout simplement la valeur présente ou la valeur actuelle de tous les cash flows. Donc, on va devoir projeter nos cash flows et on va devoir tout simplement savoir au temps zéro quelle est la valeur du projet. Donc, si j'investis 1 million aujourd'hui, quelle est la valeur de ce 1 million dans le futur, mais tous ces cash flows futurs ramenés au temps zéro. Alors, si j'investis aujourd'hui 1 million, je vais créer 500 000 de valeur, par exemple. L'indice de rentabilité, c'est une variation sur un thème. C'est tout simplement pour chaque dollar qui est investi aujourd'hui. Combien de valeur va être créée pour chaque dollar, mais en date d'aujourd'hui. Donc, si j'investis 1 million aujourd'hui et je crée 500 000 de valeur, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai investi 1 million et dans le futur, je vais recevoir des cash flows qui ont une valeur totale de 1 500 000. Donc, ça veut dire que pour chaque 1 dollar qui est investi aujourd'hui, je crée 50 cents. Alors, mon indice de rentabilité serait 1,5. Pour chaque dollar investi aujourd'hui, je crée le 1 dollar va devenir 1,5 en valeur. Une autre question que je peux poser, c'est quelle est l'annuité équivalente? Alors, imaginez que vous gagnez la 6,49 aujourd'hui. On vous donne 2 millions ou 1 million aujourd'hui. Vous pouvez recevoir 1 million aujourd'hui ou 10 paiements égaux de X pendant les 10 prochaines années. Ça, c'est l'annuité équivalente. Alors, pour certains projets, on va payer un certain montant au temps zéro et on va recevoir des cash flows positifs du temps 1 jusqu'au temps N. Quelle serait la rente ou l'annuité équivalente à cette série de cash flows? Le quatrième calcul, le taux de rendement interne, Internal Rate of Return en anglais. Alors, c'est une NPV et IRR sont des boutons sur votre calculatrice. Donc, si vous regardez votre calculatrice, vous avez un bouton NPV et vous avez un bouton IRR. Je vais expliquer la calculatrice dans quelques instants. Que vous ayez la Sharpe ou la Texas Instruments, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne connais pas comment utiliser la Sharpe. J'ai un fichier que j'ai mis en ligne. On regardera ça dans un instant. Donc, ça veut tout simplement dire, pour chaque dollar qui est investi, quel est mon rendement? Alors, j'ai un investissement qui valait 1 million au début de l'année. À la fin de l'année, il vaut 2 millions. J'ai fait un rendement de 100 %. Mon 1 million vaut 1 200 000 à la fin de l'année. J'ai fait du 20 %. Mon 1 million vaut juste 900 000. J'ai perdu 10 %. Ça, c'est le taux de rendement. Le délai de récupération. Si j'investis aujourd'hui 1 million, alors 1 million négatif, combien d'années est-ce que ça me prendrait avant que je reçoive des cash flows futurs équivalents à 1 million? Alors, supposons que je paye 1 million aujourd'hui et j'ai 10 cash flows futurs de 200 000. Ça me prendrait 5 ans pour récupérer mon 1 million. Le délai de récupération actualisé, c'est tout simplement, c'est la même question. Par contre, les 200 000, on va tenir compte de l'intérêt. Et on va faire un exemple compréhensif aujourd'hui qui explique ces 6 calculs. Donc, pour n'importe quel projet, au temps t est égal à 0, aujourd'hui, on va avoir un investissement initial.
Ça veut dire qu'on va payer de l'argent au temps zéro pour faire plus d'argent dans le futur. Alors, on va assumer que ce cash flow est négatif parce que c'est de l'argent qui sort. Par la suite, je vais avoir des cash flows. Maintenant, pour la plupart des comptables, vous préférez utiliser le terme profit ou en anglais net income ou earnings. Le problème avec les profits, c'est que ça dépend de la méthode comptable, les normes comptables et la méthode de dépréciation qui est utilisée. Au cours 4, on fait toutes les méthodes de dépréciation, on en fait 6 ou 7. Donc, le cash flow et le bénéfice net sont très similaires, mais ne sont pas la même chose. Si vous regardez le stade olympique, le stade olympique fait des profits à chaque année, mais il n'y a personne qui voudrait investir dans le stade olympique parce que les cash flows sont quasiment toujours négatifs. OK, oui, la compagnie a fait des profits, mais on doit toujours investir davantage dans le stade. On rentabilise, on sort jamais de l'argent du stade olympique. Donc, on préfère le cash flow et les deux sont liés. Donc, quand j'investis au temps zéro, un certain montant, je vais avoir des cash flows futurs. Alors, imaginez une compagnie qui fait déjà des profits. Un projet supplémentaire va coûter I au temps zéro et va faire des cash flows futurs qui vont être différents que si elle n'aurait rien fait. Alors, la différence du cash flow, on appelle ça le cash flow incrémental. Ça veut dire, si je faisais 1 million avant et avec le nouveau projet, je fais 1,2 million, ça veut dire que le projet crée 200 000 par année. Alors, soit qu'on va avoir des augmentations de ventes, soit qu'on va avoir des réductions de coûts. Il peut y avoir des boucliers de dépréciation aussi. Alors, quand j'investis 1 million au temps zéro, mais dans cette année-là, le 1 million, on ne le trouve pas dans le rapport, dans le income statement. On le trouve juste, on trouve des charges de dépréciation ou peut-être amortissement que vous préférez. Des charges, c'est des crédits d'impôt qui vont être imputés. Alors, on paye 1 million au temps zéro. Supposons qu'on achète un immense camion ou un tracteur qui est bon pour 10 ans. Au temps zéro, on va verser 1 million. Mais ce 1 million, il n'apparaît pas dans le income statement, dans le rapport. Du temps 1 au temps 10, on va mettre une charge, on dit imputer une charge à nos états financiers de 100 000 $. Et ce 100 000 $ va venir réduire notre charge imposable, notre bénéfice imposable, et en conséquence, on paie moins de taxes. Le 100 000, ce n'est pas une charge cash. Alors, on doit en tenir compte dans nos cash flows. Mais le crédit d'impôt, alors si on paye 30 % en impôt, puis à chaque année, on impute une charge de 100 000 $, on économise 30 000 $ en impôt à chaque année. On appelle ça le Depreciation Tax Shield en anglais, ou en français, le bouclier d'impôt. Donc, on a besoin d'un taux d'intérêt. En Finance 1, alors ceux qui ont fait Finance 1 avec moi, tous les termes qui sont ici, vous les avez déjà vus. Si vous n'avez pas fait Finance 1 avec moi, vous avez vu tous ces termes, mais peut-être la notation, elle est différente. Alors, en français, il y a une notation pour chaque professeur, il y a une notation différente. Alors, moi, j'ai tout le temps utilisé la notation américaine. Alors, si vous voyez des termes, les termes c'est tous les mêmes termes que Finance 1. Mais après un ou deux cours, vous allez voir que vous êtes très familier avec les coûts. Alors, le coût moyen pondéré du capital, c'est le taux d'intérêt utilisé pour évaluer les projets. En anglais, Weighted Average Cost of Capital. Vous regardez tous les actifs de la firme. Alors, les actifs sont dénotés A. Alors, les actifs, d'un côté du balance sheet, du bilan, vous regardez tout ce que la compagnie possède. C'est la valeur totale des actifs, la valeur au livre. Ces actifs sont financés par 3 sources de financement. Le premier, c'est des passifs, ou si vous voulez, de la dette. En anglais, D pour dette. Vous avez des actionnaires par la suite, mais vous avez 2 types d'actionnaires. Des actionnaires ordinaires, des common shares, et des actionnaires privilégiés, des preferred shares. Souvent, les preferred shares sont égales à 0. Il n'y a pas de preferred shares. Alors, la valeur des actifs va tout simplement être la valeur des passifs plus la valeur des common shares plus la valeur des preferred shares. Donc, les passifs, ça pourrait être un emprunt à la banque, ça pourrait être une émission d'obligations corporatives, ça pourrait être une ligne de crédit, ça pourrait être des comptes à payer, ça pourrait être des notes payables. Généralement, c'est aux alentours de 4-5 %.
Alors, des obligations d'épargne du Canada, ça paye du 2-3 %. Un peu plus risqué, c'est des obligations corporatives, ça paye du 4 ou 5 %. Alors, si 20 % de la compagnie est financée par de la dette, 20 % des projets vont être financés par de la dette, à 4 %. Ce qui est important de se souvenir de la dette, c'est que les intérêts sont déductibles d'impôts. Par contre, pour les actionnaires, les dividendes, les coupons et les gains capitaux ne sont pas déductibles d'impôts. Donc, quand on va faire le coût moyen pondéré du capital, on va prendre toutes les sources de financement. On va regarder le pourcentage de la compagnie financée par de la dette. On va regarder le pourcentage de la compagnie financée par des common shares, des actions ordinaires. Et on va regarder le pourcentage de la compagnie qui est financée par des preferred, et ce chiffre pourrait être égal à 0. Alors, la dette à charge du 4 %, mais encore une fois, si je paye 100 000 $ par année en intérêt, mon bénéfice imposable va être réduit de 100 000 $. Et si je paye 30 % en taxes, pour le 100 000 qui est versé en intérêt, j'ai 100 000 de moins en bénéfice imposable et donc 30 % ou 30 000 de moins en taxes. Donc, je vais verser 100 000 $ en intérêt, mais mes taxes vont être réduites de 30 000 $. Donc, net, après impôt, j'ai juste payé 70 % pour chaque dollar en intérêt. Alors, chaque dollar versé en intérêt, après impôt, me coûte seulement 70 cents. Donc, le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement. Je regarde le pourcentage de la compagnie financée par de la dette, fois le taux d'intérêt, le rendement de la dette. R, c'est pour rendement. Si vous préférez I, allez-y. La notation ne m'importe pas. Alors, moi, j'utilise une notation. Si vous avez utilisé une autre notation en finance 1, allez-y. Je vais vous comprendre quand vous répondez à l'examen. Par contre, les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, en conséquence, on tient compte de cette déductibilité. Alors, il y a un certain pourcentage financé par de la dette. Par la suite, on regarde le pourcentage qui est financé par des common shares. Alors, la valeur des common shares divisée par la valeur des actifs, c'est le pourcentage de la compagnie qui est financé par des common shares, fois le rendement attendu des actionnaires ordinaires. En finance 1, vous êtes censé avoir vu deux modèles. Le modèle de Gordon, aussi appelé Dividend Discount Model, et le modèle CAPM qui utilise la statistique bêta. On va revisiter ça au cours 2. Aujourd'hui, on va vous donner le taux d'intérêt. Et finalement, on regarde les preferred shares, s'il y en a, le pourcentage de la compagnie qui est financée par des preferred shares, fois le rendement des preferred shares. Alors, normalement, le risque est mesuré selon qui est payé en cas de banqueroute. Alors, en cas de banqueroute, les premiers à être payés, c'est les créanciers, les passifs, la dette. Par la suite, s'il reste de l'argent, ça va être versé aux actionnaires privilégiés et par la suite, c'est versé aux actionnaires ordinaires. Donc, normalement, le coût de la dette est de 4 à 5 % avant impôt. Le rendement des preferred se trouve à être 6, 7, 8 % qui n'est pas déductible d'impôt. Et le rendement des commons, ça dépend du risque de la compagnie. Mais en moyenne, la bourse, en général, le risque demande un rendement d'environ 10 %. Si vous avez un portefeuille diversifié à la bourse investi pendant 25 ans, vous devriez faire 10 % sur 25 ans. Vous n'allez pas faire 10 % à chaque année exactement, mais vous devriez, à long terme, faire du 10 %. Donc, on va regarder un exemple. J'ai une compagnie qui a 1 million en actifs, valeur au livre, book value. Alors, la valeur marchande de la compagnie, ce serait le prix auquel il y a un investisseur qui serait prêt à l'acheter. On va regarder ça un peu plus tard. Aujourd'hui, la valeur au livre, les états financiers disent que tous les actifs valent 1 million de dollars. Financés par 400 000 de prêts bancaires à 4 %, 100 000 $ en actions privilégiées payant un coupon de 6 % et le reste par des actionnaires qui s'attendent à un rendement de 10 %. Si la corporation est taxée à 35 %, quel est le coût? 40 % de la compagnie est financée par de la dette. 400 000 $ sur 1 million, financé par de la dette. Cette dette coûte 4 %. Alors, chaque dollar investi coûte 4 $ si c'est investi par de la dette.
En passant, tout ce qui est en rouge, vous le remplissez. 10% de la compagnie est financé par des preferred. Donc, 100 000 $ du 1 million est financé par des preferred, 10% de la compagnie. Les actionnaires privilégiés demandent du 6%. Et finalement, les actionnaires ordinaires, le 500 000 qui reste, alors 50% de la compagnie est financé par des actionnaires qui s'attendent à du 10%. Donc, chaque dollar qui est versé en intérêt, on va réduire les taxes de 35 cents. Donc, 4%, la dette à 4% avant impôt, c'est égal à 4% fois 1 moins 0,35. Alors, soit pour chaque dollar qui est versé en intérêt avant impôt, c'est comme 65 cents après impôt. Donc, 65% de 4%, 40% est financé par ce 65% de 4%, 10% est financé par 6% et 50% est financé par 10%. Alors, 40% de la compagnie est financée par de la dette à 4% qui est déductible d'impôt. 10% de la compagnie, alors il y a une parenthèse de trop ici, je trouve. Une parenthèse de trop ici. Alors, 10% de la compagnie est financée par des preferred à du 6% et 50% de la compagnie est financée par des actionnaires ordinaires qui s'attendent à du 10%. Donc, en moyenne, la compagnie est financée par des projets qui valent par des projets à 6,64%. On appelle ça le coût du capital. WACC, Weighted Average Cost of Capital. J'ai entendu le terme hurdle rate. Donc, un projet qui vaut moins que 6,64%, on les refuse. Alors, si ça me coûte 6,64 pour investir dans un projet, le projet doit par défaut faire plus que 6,64%. Alors, au cours 2, on va regarder en détail le coût du capital et toutes les sources de financement. Aujourd'hui, le coût du capital sera donné pour notre exemple. Donc, certaines considérations. Alors, le risque du projet, pour l'intra, on ne va pas considérer le risque. Alors, tous les cash flows vont être certains, tous les cash flows sont connus, ce qui n'est jamais le cas. Alors, tu pourrais ouvrir un McDonald's qui serait très peu risqué si tu as 1 million pour investir dans un McDonald's, mais tes cash flows ne sont pas certains. Risque de liquidité. Alors, si j'ai besoin de cash aujourd'hui et le cash, je ne l'ai pas en main, est-ce que je suis capable d'aller à la banque? Si je ne suis pas capable d'aller à la banque, est-ce que je suis capable de liquifier certains actifs? Alors, moi, mon portefeuille d'investissement, si j'ai besoin de 50 000 $, en théorie, je pourrais peser un bouton et vendre 50 000 $ d'actifs, d'actions. Par contre, si j'avais une maison, je ne peux pas vendre une maison en pesant un bouton. Il faut que je trouve un acheteur. Et ça, on appelle ça des coûts de liquidité. Alors, si j'ai besoin d'argent aujourd'hui, si je veux vendre ma maison puis convertir ça en cash, il faudrait que je vende ça à rabais. Donc, une maison qui vaut 250 000, si je veux la vendre aujourd'hui, je n'aurais pas le choix de la vendre pour 100 000. Sinon, il faudrait que j'attende parce que ce n'est pas un actif qui est liquide. Des coûts d'agence et des conflits d'intérêts. Vous, quand vous allez travailler comme comptable, j'espère que vous allez faire un beau salaire. Votre ambition, c'est de faire le plus de salaire possible. Mais les dirigeants de la compagnie, leur but, c'est de maximiser les profits. Puis on fait ça en réduisant les salaires autant que possible. Donc, on appelle ça un conflit d'agence. Alors, un agent, les employés, un autre agent, les dirigeants, sont en conflit. Alors, le gouvernement veut que tu payes des taxes, ils veulent que tu crées des emplois, mais toi, tu veux payer moins de taxes si tu es un employeur. Alors, on va regarder au cours 4 aussi les méthodes de dépréciation. Alors, le livre de Fauzi, que je ne vous requiers pas d'acheter, le livre de Fauzi traite la méthode canadienne et la méthode linéaire. Aujourd'hui, on veut utiliser la méthode linéaire. Moi, j'ai ajouté 4 méthodes supplémentaires parce que beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des clients qui viennent du Vermont ou du New Hampshire, surtout de Plattsburgh et de Burlington. Si jamais vous travaillez en comptabilité, eux, ils n'utilisent pas la méthode canadienne ni la méthode linéaire. Donc, on va regarder d'autres méthodes. Puis, une méthode qui est surprenante, qui n'est pas utilisée, c'est la méthode de kilométrage. Alors, si vous avez un camion, les charges, les crédits d'impôt sont dépendants du kilométrage utilisé par année.
Et on va regarder au cours 3 et au cours 4 des projets indépendants versus des projets exclusifs. Alors, si moi, je voudrais ouvrir un McDonald's à Brossard versus un McDonald's à Laval, on pourrait dire que ce sont des projets indépendants. Par contre, si chaque McDonald's me coûte 1 million pour ouvrir et j'ai juste 1 million, je peux ouvrir un ou l'autre, mais pas les deux. On appelle ça des projets exclusifs. Alors, si on a une contrainte budgétaire, les projets pourraient être exclusifs. J'ai 1 million à investir, chaque projet coûte 500 000, je peux juste investir dans 2 projets. Alors, je vais prendre les 2 meilleurs. Une autre façon de regarder des projets exclusifs, j'ai un terrain. Je peux soit ouvrir un magasin ou je pourrais louer le terrain, mais je ne peux pas faire les deux. Alors, des projets indépendants, tu prends tous les projets qui sont profitables, mais c'est des projets qui sont exclusifs, tu vas prendre tous les projets qui maximisent la richesse des actionnaires de la compagnie. Et quand on regarde cash flow, la différence entre cash flow et profit, c'est que dans la ligne profit ou net income en anglais, on a une ligne dépréciation. Alors, c'est tes crédits d'impôt, ta ligne amortissement, si vous voulez. Je préfère le terme dépréciation. Tous tes crédits d'impôt, toutes tes charges non-cash. Et on va rajouter au bénéfice net toutes les charges non-cash ou la charge de dépréciation pour revenir au cash flow. Je vais faire un exemple dans quelques instants et vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Donc, le cash flow est égal aux ventes, en anglais, sales, moins les coûts variables, en anglais, variable costs, moins les coûts fixes, en anglais, fixed costs. Vente moins coût, en français, j'ai entendu beaucoup de termes. Profit d'exploitation, profit opérationnel, profit brut, gross profit. Il y a un terme américain qui est constant, qui n'a aucune ambiguïté, c'est EBITDA. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Par la suite, on soustrait une charge de dépréciation, qui est une charge non-cash. Ton camion, tu l'as acheté au temps 0, mais du temps 1 jusqu'au temps 10, tu imputes des charges de dépréciation afin de réduire tes taxes. Par la suite, ça va donner ton bénéfice avant intérêts et impôts, en anglais, EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. On soustrait la charge d'intérêt, et ça nous donne notre bénéfice imposable, en anglais, Earnings Before Taxes. On va payer un certain pourcentage en taxes. Donc, pour chaque dollar de bénéfice imposable, on paye peut-être 35 cents en taxes. Donc, on retient 65 % de notre bénéfice imposable. Et ça, on appelle ça le bénéfice net ou les profits. En anglais, net income. Et voici où est-ce que les comptables vont bugger. On rajoute la charge de dépréciation qu'on vient tout juste d'enlever. Et ça nous donne le cash flow. Pourquoi? Quand on a soustrait la charge de dépréciation, c'était tout simplement pour réduire notre bénéfice imposable. Et maintenant, on a payé nos taxes, alors on rajoute cette charge de dépréciation. Alors, on impute une charge de dépréciation juste pour réduire les taxes. Les taxes sont payées cash, mais la charge de dépréciation, c'est une charge non-cash qui reflète l'investissement fait au temps t est égal à 0. Et ce qui est important, ce n'est pas le cash flow, c'est le cash flow incrémental ou le cash flow additionnel suite à l'adoption du projet. Donc, si tu es la compagnie Humpty Dumpty et tu fais des profits de 1 million et tu ajoutes une nouvelle ligne d'affaires des chips au mozzarella, et maintenant les profits deviennent 1,1 million, le 100 000 de différence, c'est le cash flow qui est incrémental suite à l'adoption du projet. Les chips au mozzarella. Donc, l'exemple qu'on va faire maintenant va couvrir toute la matière du cours de façon générale et tous les autres cours, ça va tout simplement une variation sur ce thème. Donc, j'ai une compagnie. Avant l'adoption du projet, cette compagnie elle a des ventes annuelles de 2 millions de dollars. Les coûts d'exploitation, alors les coûts fixes plus les coûts variables, c'est 1,8 million. Donc, le profit brut est de 200 000. Maintenant, probablement que cette compagnie est financée par de la dette. Alors, je devrais avoir une charge d'intérêt à imputer. Peut-être aussi que cette compagnie elle a des crédits d'impôt. Mais si on ne dit rien, on va mettre 0. Et la raison, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir la charge de dépréciation. On a besoin de savoir les crédits de dépréciation, les crédits d'impôt, les charges de dépréciation incrémentaux.
Donc, si j'avais 100 000 avant et j'ai 300 000 avant, ça veut dire que le projet a tout simplement ajouté 200 000 de charges de dépréciation. Alors, j'ai besoin de savoir tous les cash flows suite à l'adoption du projet. J'ai besoin de les isoler pour calculer quelle est cette valeur. Alors, ce 200 000 par année, je suis imposé à 40 %. Ça veut dire que je retiens 60 % de tous mes profits. Donc, le 200 000 après impôt, j'ai un bénéfice net de 120 000. Maintenant, je dis que j'ai un projet qui va durer 3 ans. Afin d'investir dans ce projet, j'ai besoin de nouveaux équipements qui coûtent 1,2 million au temps zéro. Ça, c'est mon investissement initial. Et en conséquence, pour chacune des 3 prochaines années, je vais réduire mes coûts d'exploitation de 800 000 $. J'aurais pu dire que j'augmente mes ventes de 800 000 $, ça aurait été exactement la même chose. Maintenant, par la suite, après 3 ans, la valeur des équipements est de 0. On va voir au cours 4, 5 et 6 que la réalité, c'est rarement le cas. Et on va utiliser une dépréciation linéaire. Ce qui veut dire, c'est qu'on a investi 1,2 million par année au temps zéro. Ce 1,2 million n'apparaît pas dans notre income statement, notre rapport. Par contre, on va imputer linéairement des charges de dépréciation à chacune des 3 années, 1, 2 et 3, de 400 000 $. Et ça va réduire notre charge d'impôt, notre bénéfice imposable de 400 000 $. Donc, je vais économiser 160 000 $ par année en impôt, 40 % du 400 000 de crédit d'impôt. Tous mes calculs seront faits à un coût du capital, WACC, de 16 %. Alors, première question, si je ne fais rien, quel est mon cash flow? Bien, c'était facile, c'était 120 000. Si j'adopte le projet, quel est mon cash flow? Alors ça, je dois faire le calcul. Mais qu'est-ce qui est important? C'est la différence entre les deux. Et ça, c'est le cash flow qui est attribué seulement au projet. Donc, si je regarde mon exemple, avant l'adoption du projet, j'ai des ventes. S pour sales. Je pourrais dire revenus. Je préfère le terme américain S sales. C'est un terme qui est universel de 2 millions. Je soustrais mes coûts fixes ou mes coûts d'exploitation. Alors ici, j'ai des coûts fixes annuels de 1,8 million. Fixed costs. Ça aurait pu être variable costs. VC, c'est variable costs. Des fois, je fais la séparation. Et ça me donne mon profit opérationnel, profit brut, gross profit. En anglais, on utilise le terme EBITDA. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Et par la suite, on soustrait tout simplement une lettre. Donc, la prochaine ligne, c'est la charge de dépréciation. Alors, on ne dit rien ici. Probablement que la compagnie, elle a des crédits d'impôt. Mais ce n'est pas le crédit d'impôt qui est important, c'est le crédit d'impôt suite à l'adoption du projet. Alors, c'est le 400 000 qui est important. Alors que tu mettes n'importe quel chiffre ici, ce chiffre va réapparaître par la suite, mais ce serait la différence qui est importante. Une petite note sur dépréciation. En finance 1, on a vu l'amortissement des prêts. Alors, généralement, j'utilise le terme amortization pour amortir un prêt et dépréciation pour déprécier un actif. J'ai souvent entendu des étudiants utiliser amortir un actif. J'ai aucun problème que vous utilisez cette terminologie. Par contre, ce qui est confus, des fois, ça porte à confusion au cours 5. On va regarder des situations où est-ce qu'on a en anglais des impairments. Alors, si tu regardes, Tim Hortons avait été acheté par Wendy's en 2005 pour 2 milliards de dollars. La valeur des actifs était de 1 million et le goodwill était de 1 million, donc 1 milliard, et donc 2 milliards en actifs. Après quelques années, Wendy's avait réalisé que ce n'était pas un bon achat. Alors, ils ont imputé une charge de 1,5 milliard à leurs états financiers, un impairment, une charge de dépréciation supplémentaire. En français, je préfère utiliser le terme affaiblissement, mais j'ai souvent entendu des étudiants utiliser amortir un actif et déprécier quand c'est un impairment. La terminologie n'importe pas, c'est juste le traitement qui va importer. Alors, moi, mes examens sont généralement d'ordre mathématique. Je suis très libre. C'est libre à vous d'utiliser une méthode qui fonctionne pour vous. Donc,
Par la suite, on a enlevé, alors on vient juste d'enlever la ligne D pour Depreciation. Amortization, c'est quand vous avez des obligations qui sont vendues à prime. Ça ne va pas être dans le cours Finance 2, ce serait dans des cours plus avancés de finance. Alors, on ne verra pas ça cette session. Alors, le D et le A, on l'enlève. Ce qui nous reste, c'est EBIT. Earnings before interest and taxes. Maintenant, on va enlever le I. Une charge d'intérêt. On ne dit rien sur la compagnie, donc on va mettre 0. La réalité, c'est que la compagnie, elle a probablement de la dette, elle paye probablement des intérêts. Mais encore une fois, ce n'est pas l'intérêt qui nous importe, c'est l'intérêt incrémental. Mais même là, on ne va pas en tenir compte. Et la raison pourquoi on ne tient pas compte des intérêts, c'est qu'on tient compte des intérêts dans le coût du capital. On tient compte de la déductibilité des intérêts dans le coût du capital. Donc, si on mettait un chiffre ici, on serait en train de déduire 2 fois les intérêts. Au cours 6 et au cours 11, c'est les seules fois où est-ce que le chiffre va être différent de 0 parce que le projet va être un refinancement de dette au cours 6 et au cours 11, c'est les fusions d'acquisition. Alors, une renégociation de dette. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de savoir les coûts d'intérêt. Alors, à part ces 2 exceptions, on va tout le temps mettre 0 pour la charge d'intérêt parce qu'il est tenu compte dans le coût du capital. Alors, on a enlevé le I. Il nous reste Earnings before tax, le bénéfice imposable de 200 000 $. Maintenant, ce 200 000 $, on va payer des taxes de 40 40 de 200 000, c'est 80 000 $. Alors, au courant de la session, je vais utiliser 4 taux d'intérêt, 4 taux d'imposition différents. Tu as le taux corporatif ici qui va être de 40 Tu as le taux personnel, généralement, qui est aux alentours de 50 tu as un autre taux que j'oublie, le taux de dividende. Alors, les dividendes sont généralement taxés à un certain taux et les gains capitaux sont généralement taxés à un autre taux. Maintenant, au Québec et au Canada, les gains capitaux et les dividendes sont taxés selon un pourcentage du taux corporatif. Donc, au Québec et au Canada, 50 des gains capitaux sont imposables. Donc, si le taux corporatif est de 40 c'est comme si tu imposais tes gains capitaux à 20 Alors, tu fais 1 million en gain capital, il y a juste 500 000 qui est imposable. Tu vas juste payer 200 000 ou 20 Moi, je vais explicitement toujours donner le taux de gain capital et le taux de dividende parce que pour le cours 10 et le cours 4, c'est plus ou moins nécessaire. Mais si jamais vous voulez comparer ça au Canada, imaginez tout simplement que généralement, vous allez voir que le taux de gain capital va être relatif au taux corporatif. Et donc, notre bénéfice net, net income ou earnings, si vous préférez, est de 120 000 $. Maintenant, à ce stade, ça, c'est les profits de la compagnie. On va rajouter la charge de dépréciation. Ici, la charge de dépréciation, elle était de 0. Et ça nous donne le cash flow, le flux monétaire de la compagnie avant l'adoption du projet. La raison pourquoi on rajoute la charge de dépréciation, c'est qu'on l'a soustrait en premier lieu juste pour réduire nos taxes. Mais ici, vu que la charge de dépréciation elle est de 0, ça n'influence pas notre cash flow. On va regarder maintenant qu'est-ce qui arrive après l'adoption du projet. Après l'adoption du projet, mes ventes demeurent inchangées. Alors, de 2 millions. Vous pouvez, si vous voulez, mettre ça sur la même page. Je pense que dans votre cas, j'ai mis la même page. Alors, le 2 millions, après l'adoption du projet, il est identique. Par contre, les coûts fixes vont partir de 1,8 million, vont chuter à 1 million de dollars. Ce qui fait en sorte que le profit brut passe de 200 000 à 1 million. Et maintenant, on a un crédit d'impôt. On a payé 1,2 million au temps 1, mais ce 1,2 million n'est pas reflété dans notre income statement. On va le refléter au temps 1, 2 et 3. On va imputer une charge de 400 000. Donc, imputer, ça veut tout simplement dire que je mets une dépense supplémentaire de 400 000 dans mes états financiers afin de réduire mes taxes. Vous allez voir que ce 400 000 va réduire mes taxes de 160 000 ou 40 %.
Donc, mon profit, mon bénéfice avant intérêts et impôts, earnings before interest and taxes, est maintenant de 600 000. Je soustrais les intérêts, mais comme je vous ai dit, la charge d'intérêt, on va tout le temps mettre ça à zéro, à moins que c'est l'exception du cours 6. Alors, notre bénéfice imposable est maintenant de 600 000 $. On paye 40 sur ce 600 000 ou 240 000 $ en taxes, qui nous laisse un profit brut de 360 000 $. Et maintenant, on va rajouter le 400 000 qu'on a soustrait. Et c'est à ce stade que normalement, les comptables se disent ben, « Pourquoi qu'on fait ça? » Attendez dans un instant, on va regarder juste les charges cash. Pour le moment, on va faire notre income statement avec une charge de dépréciation rajoutée, ce qui fait en sorte que notre cash flow est de 760 000 $. Alors, pourquoi est-ce qu'on rajoute la charge de dépréciation? Regardez tous les comptes cash. Le 400 000 que j'ai mis, c'est une charge non-cash. Les seuls comptes cash que j'ai, c'est 2 millions de ventes, l'argent qui rentre, 1 million de coûts fixes, l'argent qui sort, et 240 000 $ de taxes, de l'argent qui sort. Le cash net, j'ai 760 000 de cash qui rentre. Donc, on rajoute cette charge de dépréciation parce que la charge de dépréciation, selon notre méthode comptable, peut affecter les cash flows. Alors, au cours 4, on regarde toutes les méthodes de dépréciation. Alors, il y a certaines méthodes de dépréciation qui sont accélérées, comme Double Declining Balance. Alors, tous tes crédits d'impôt sont en première année. Pourquoi? Quand tu as un nouveau projet, tes cash flows, tu n'es pas une compagnie qui est nécessairement qui a du succès. Alors, tu veux garder autant de cash dans tes premières années, justement pour faire partir le projet. Donc, on préfère avoir des crédits d'impôt en premières années. Et par la suite, quand le projet est profitable, là, on est prêt à payer plus en taxes parce que là, les revenus sont plus connus et sont plus certains. Donc, la charge de dépréciation, c'est tout simplement pour réduire nos taxes. En anglais, on appelle ça Depreciation Tax Shield. Une autre façon qu'on peut réduire notre bénéfice imposable aussi, c'est un affaiblissement. Alors, l'exemple de Tim Horton. Une autre chose, c'est que normalement, une compagnie elle a plusieurs cash flows durant une année. Alors, elle a plusieurs projets. Alors, on doit tenir compte de tous les cash flows de tous ces projets. Donc, si je regarde les composantes du cash flow de notre projet après l'adoption du projet, j'ai 2 millions en vente, je paye 1 million en coûts fixes et je paye 240 000 $ en taxes, qui me donne un cash flow de 760 000. C'est tout le temps le cash flow qui est important. Pourquoi? On peut manipuler la charge de dépréciation. C'est très difficile de manipuler le cash. Si vous regardez Xerox entre 1998 et 2001, la compagnie, les profits augmentaient de 25 % à chaque année pendant les 4 années. Mais si tu regardais le cash, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Pourquoi? Xerox était en train de manipuler leurs états financiers. Et ils se sont fait attraper, puis le prix de l'action, elle a planté parce qu'éventuellement, ils n'étaient pas capables de garder du 25 % à chaque année. Donc, c'est très difficile de manipuler le cash. C'est relativement facile de manipuler le bénéfice net. Donc, qu'est-ce qui nous importe? C'est le cash flow incrémental. Avant l'adoption du projet, j'avais 120 000 de cash flow. Après le projet, j'ai 760 000. La différence entre les deux, c'est ça qui est important. Donc, si je regarde avant, après, j'avais 2 millions en vente. L'augmentation de mes ventes, 0 $. Alors, le projet, c'était tout simplement de réduire les coûts. L'augmentation de mes ventes, 0. Avant, j'avais 1,8 million en coûts. Après, j'ai 1 million. Alors, net, j'ai une réduction de 800 000 $ de mes coûts fixes. Mon profit brut passe de 200 000 à 1 million, une augmentation de 800 000. Ma charge de dépréciation part de 0 à 400 000, donc une augmentation de 400 000. C'est le deuxième 400 000 qui est important. Supposons que je vous dis que la charge de dépréciation existante était de 100 000. Avant l'adoption du projet, j'aurais eu 100 000.
Mais après l'adoption du projet, j'aurai ce 100 000 plus un 400 000 supplémentaire suite à l'adoption du projet, donc 500 000. L'incrémental demeure toujours 400 000. C'est l'incrémental qui est important. EBIT part de 200 000 à 600 000. L'intérêt va quasiment toujours être zéro, à moins que c'est spécifiquement la question qui est posée. Et le bénéfice imposable va passer de 200 000 à 600 000. Les taxes partent de 80 000 à 240 000. Et le bénéfice net part de 120 000 à 360 000. On rajoute la charge de dépréciation. Et donc, le cash flow part de 120 000 à 760 000. Le chiffre magique, tout ce calcul, le chiffre magique qu'on voulait, c'était la différence entre ces deux cash flows, c'est 640 000. C'est ça le cash flow qui est attribué directement au projet. Donc, j'investis 1 200 000 au temps 0, au temps 1, 2 et 3, je reçois 640 000. Et à la fin du projet, la valeur du projet vaut 0. Au cours 4 et au cours 5, on va regarder qu'à la fin du projet, il se peut qu'il y ait une valeur résiduelle. On doit en tenir compte. Donc, vous commencez par calculer le 120 000, le projet avant. Vous commencez à calculer le cash flow après 760 000. Et la différence entre les deux, 640 000, c'est le chiffre qu'on cherche. Il y a une autre façon de le faire. Vous pouvez aller directement à l'incrémental. Au lieu de calculer avant-après, allez directement à l'incrémental. Je vous dis que les ventes ne changent pas. Donc, les ventes restent à zéro. Les coûts fixes baissent de 800 000. Et donc, en conséquence, le profit brut augmente de 800 000. On impute une charge de dépréciation additionnelle de 400 000. Donc, le EBIT, bénéfice avant intérêt et impôts, augmente de 400 000. Charge d'intérêt quasiment toujours zéro. Notre bénéfice imposable augmente de 400 000. 40 de ce 400 000, 160 000, sera payé en taxes. Donc, notre bénéfice net est de 240 000. On rajoute le 400 000 de charges non-cash et donc notre cash flow de 640 000. À un examen, quelle méthode utiliser? Je vais vous dire tout de suite. Si vous avez une méthode qui fonctionne, utilisez celle-là. Si vous avez une méthode que vous préférez, utilisez celle-là. Une méthode qui est plus facile pour vous, utilisez celle-là. Si votre méthode est bonne et votre formule est bonne, il se peut que vous ayez fait des erreurs de calcul, j'en tiens compte, mais si je suis capable de suivre votre calcul, plus que je suis capable de suivre votre calcul, plus que je peux vous accorder des points. Donc, faites avant, après si vous voulez, ou allez directement à l'incrémental, c'est comme vous voulez. Tous les calculs, on va les faire maintenant avec du 640 000. Donc, le premier calcul qu'on veut savoir, quelle est la valeur du projet? Si j'investis aujourd'hui dans ce projet, quelle est la valeur que je vais créer qui sera reconnue aujourd'hui? Alors, encore une fois, je répète que tous les cash flows sont certains jusqu'à l'intra. Bien, la valeur du projet, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows. Donc, au temps zéro, on a un investissement de 1,2 million. C'est de l'argent qu'on paye, donc c'est négatif. J'ai un projet d'une durée de 3 ans. J'ai 3 cash flows de 640 000 au temps 1, 2 et 3. Je vais les escompter à du 16 % pendant 1, 2 et 3 périodes. Et si à la fin du projet, il y a une valeur terminale, terminal value, après 3 ans, je dois en tenir compte. Alors, il se peut que je suis capable de revendre mes installations pour un certain montant d'argent. Et si cette valeur diffère de la valeur au livre, j'aurai un gain en capital ou une perte en capital. Donc, dans notre énoncé, on dit que la valeur au livre des actifs après 3 ans est de 0. Si je vends les équipements pour 100 000 $, ça veut dire que je vais avoir un cash flow de 100 000 $ au temps T est égal à 3. Mais j'ai aussi un gain capital de 100 000 $. Si on est taxé à 40 %, ça veut dire que les gains capitaux devraient être taxés aux alentours de 20 %. Sur ce 100 000 $, je dois payer 20 000 $ en impôts en gain capital, en taxe sur les gains capital. Donc, le 100 000 $ qui est reçu, je vais payer un 20 000 $ dessus. Il me reste un 80 000 $ de valeur terminale. Alors, la liquidation de mes installations plus le paiement de toutes mes taxes. Maintenant,
Supposons que j'ai vendu mes installations pour 100 000 $ de gain capital. Je vais payer environ 20 000 $ en taxes. Mais on va prendre un exemple. Supposons que la valeur au livre des installations était de 200 000 et j'ai vends pour 100 000 $. Ça veut dire, au temps t est égal à 3, j'ai reçu 100 000 $, mais j'ai une perte en capital de 100 000 $. Le traitement au Québec, c'est une perte en capital. Ça veut dire que ce n'est pas le gouvernement qui va venir avec un chèque de 20 000 $ pour couvrir une partie de tes pertes. Le gouvernement va dire que l'année prochaine, tu vas réduire tes taxes de 20 000 $. Par contre, nous, on va supposer que toutes les compagnies, tous les projets font partie d'une compagnie immense. C'est-à-dire, cette compagnie, ce projet fait pour la compagnie, c'est un projet parmi des centaines. Et il se peut que tu fasses une perte en capital de 100 000 $ sur un projet. Mais s'il y a un autre projet ailleurs qui fait un gain en capital de 300 000 $, tu ne vas pas payer des taxes sur 300 000 $ aujourd'hui et recevoir un crédit d'impôt de 100 000 $ l'année prochaine. Tu vas tout simplement payer des taxes sur le net qui est de 200 000. Donc, en d'autres mots, tu vas payer 20 % sur le 300 000 ailleurs et tu vas recevoir 20 000 $ sur ce projet, mais tu vas le recevoir aujourd'hui. Donc, même si en théorie, tous les crédits d'impôt sont reconnus l'année prochaine, on va toutes les amalgamer dans la compagnie et on va le recevoir aujourd'hui. Donc, projet 1 fait des profits de 1 million, paye 40 % en taxes. Donc, tu paierais 400 000 en taxes. Si par contre, tu fais des pertes de 1 million, tu devrais recevoir un crédit d'impôt de 400 000 $. Alors, normalement, le gouvernement n'arrive pas avec un chèque. Alors, si tu fais un gain de 1 million, tu payes 400 000. Si tu fais une perte de 1 million, tu vas reconnaître dans le futur 400 000 de réduction de taxes. Mais supposons que vous avez deux projets. Un fait 1 million et l'autre fait une perte de 1 million. Net te fait 0 en profit. Tu devrais payer 0 en taxes en tout. Donc, c'est comme si tu payais 400 000 sur un projet et tu recevais 400 000 sur l'autre projet. Alors, pour nous, on va tout le temps reconnaître les crédits d'impôt immédiatement. On appelle généralement, quand on reconnaît ça dans le futur, on appelle ça un tax loss carry forward. Puis un bon exemple là-dessus, c'est Donald Trump, le président américain. Alors, Donald Trump, il dit qu'il est un milliardaire. Il y a très peu de personnes qui croient qu'il est un milliardaire. On pense qu'il vaut plus aux alentours de 150 à 200 millions. La raison pour ça, c'est qu'en 1995, il a déposé sa candidature pour une licence, gaming license à Atlantic City. Il devait démontrer tous ses états financiers. Puis en 1995, il a reconnu une perte de 1 milliard de dollars. Donc, il n'a pas payé de taxes en 1995, mais il a fait une perte en 1995 de 1 million de dollars. Et en 2016, pendant qu'il a déposé sa candidature pour devenir président, il a dit à plusieurs reprises qu'il n'a pas payé des taxes depuis les années 80. Mais ça veut juste dire, ça s'explique s'il a perdu 1 milliard en 1995 et il n'a pas fait 1 milliard depuis 1995, c'est pour ça qu'il n'a pas payé de taxes. Et c'est pour cette raison qu'on ne pense pas que c'est un milliardaire. Donc, vous allez voir dans plusieurs de mes anciens examens, tous les crédits d'impôt sont reconnus immédiatement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si vous avez perdu de l'argent et vous avez un crédit d'impôt, vous allez le recevoir aujourd'hui parce que tes gains vont annuler tes pertes. Et maintenant, alors, la valeur au temps zéro, la valeur du projet. Alors, tout l'argent qui sort négatif plus tout l'argent qui rentre positif, escompté avec intérêt. Si ce chiffre est plus grand que 0, bravo, vous avez créé, le projet est profitable, vous avez créé de la valeur pour l'entreprise. Vous devriez accepter tous les projets d'une valeur positive. Si la valeur elle est négative, vous rejetez le projet. Donc, dans notre exemple, quelle est la valeur de ce projet? Au temps t est égal à 0, on a investi 1,2 million. Au temps 1, 2 et 3, on reçoit 640 000 qui sera escompté à 16 %. Et dans notre exemple, la valeur terminale, elle est de 0. Donc, la valeur aujourd'hui de ce projet, 1 200 000 négatif, plus 640 000 escomptés pendant une période à 16 %,
plus 640 000 reçus au temps 2, escomptés à 16 % pendant 2 périodes, plus 640 000 reçus au temps 3, escomptés à 16 % pendant 3 périodes. Une série de paiements égaux à intervalles égaux, on appelle ça une rente ou une annuité. Vous êtes censé avoir vu ça en Finance 1. Alors, j'ai vu plusieurs notations pour une rente de 3 paiements de 640 000 à 16 %. La méthode que moi, j'ai tout le temps utilisée, c'est la méthode américaine. Donc, le 1,2 million, il reste inchangé, plus, et ça, c'est juste de la notation, je vais expliquer ça, une rente, la valeur actuelle, A pour valeur actuelle, la valeur actuelle d'une rente de 3 paiements de 640 000 escompté à 16 %. Si vous avez fait le cours avec Fawzi, probablement que vous avez 600 VAA en indice 640 000,3,16 %. Si vous mettez ça à un examen, j'accepte. Alors, je reconnais c'est quoi que vous voulez faire. Et on va maintenant regarder la calculatrice financière. Vous avez 5 boutons. Alors, si vous regardez votre calculatrice, vous avez un bouton N. Dans une ligne, vous devriez avoir 5 boutons. N, taux d'intérêt, present value, payment, future value. La première chose que vous devriez faire, c'est d'assurer que tous les registres sont clairés, qui équivalent 0. Alors, le 640 000, c'est le paiement périodique ou le paiement annuel. Vous mettez 640 000 dans Payment. Alors, 640 000, Payment. Vous faites 3 et vous pesez N. Maintenant, pour le taux d'intérêt, c'est tout le temps exprimé sous forme de pourcentage. Que vous ayez une Sharp ou une Texas Instruments, vous faites 16 et vous faites taux d'intérêt. Maintenant, vous devriez avoir un bouton Compute ou Calcul quelque part sur votre calculatrice. Vous devriez avoir un bouton Compute ou Calcul quelque part. C'est ça, Compute. Vous faites Compute Present Value. Compute Present Value. Et ça devrait vous donner, j'espère que vous voyez, ça devrait vous donner 1 437 369. Ça, c'est la valeur actuelle de 3 paiements de 640 000 escomptés à 16 %. Donc, on investit 1,2 million au temps 0 et on reçoit 3 paiements de 640 000 au temps 1, 2 et 3. Et ces 3 paiements valent au temps 0 1,437 millions. Donc, le projet vaut 237 369. Donc, en Finance 1, vous êtes censé avoir vu tous ces petits boutons. En Finance 2, il y a des registres supplémentaires que vous pouvez utiliser. Alors, si vous prenez quelques instants, on va regarder le petit fichier que j'ai mis en ligne. Alors, ce fichier PDF que j'ai mis en ligne, c'est deux séries de cash flow, le projet X et le projet Y. Les deux projets ont une valeur initiale de 10 000 négatifs et les deux ont des cash flows au temps 1, 2, 3 et 4 qui sont escomptés à du 12 %. Donc, ce que vous faites, alors ce fichier vous explique comment utiliser une série de registres internes. Maintenant, pour la calculatrice Texas Instruments, c'est le bouton Cash Flow. Je pense que sur la Sharp, c'est le bouton CF avec un indice I. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous clairez la mémoire de votre calculatrice, il se peut qu'il y ait des informations qui restent pognées dans ces registres. Alors, pour bien clairer, il faut bien clairer toutes les informations. Pour la Texas Instruments, vous devez faire Second Function, Clear Work. Alors, toutes les clés mémoire à l'interne vont toutes être effacées. Maintenant, si vous faites peser le bouton Cash Flow, ce qui devrait apparaître,
Ce qui devrait apparaître, c'est cash flow. Cash flow zéro. Alors, je vais l'expliquer pour la Texas Instruments et ça devrait être la même chose pour la Sharp. Alors, j'ai cash flow zéro qui apparaît. J'essaie de vous montrer. Je vais mettre 1,2 million en négatif et je vais faire Enter. Maintenant, la clé mémoire contient moins 1,2 million. Par la suite, vous avez des flèches. Et ces flèches vous permettent d'aller d'une variable à l'autre. Si vous pesez la flèche vers le bas, vous avez C01. Ce que la calculatrice vous demande, c'est cash flow au temps 0,1. Nous, on va mettre 640 000 et on va peser Enter encore une fois. Maintenant, cash flow 1, la calculatrice reconnaît que c'est 640 000. On utilise la flèche. F01. Tous les F, laissez ça à 1. On ne va pas toucher à ça. On va flèche vers le bas. Cash flow 02. On va mettre 640 000. Enter. Flèche vers le bas. F02. On laisse ça à 1. Cash flow 3. On met 640 000. Enter. Et maintenant, votre calculatrice possède toutes les informations. Elle ne possède pas le taux d'intérêt, mais elle possède tous les cash flows. Alors, vous pouvez demander à votre calculatrice quelle est la valeur de ce projet. Vous faites Compute ou calcul sur l'autre calculatrice, Compute NPV. NPV, Net Present Value, valeur actuelle nette. Ici, ça me demande quelle est la valeur du taux d'intérêt. I pour taux d'intérêt. Je vais mettre 12. Ne mettez pas 0.12, vous mettez 12, Enter. Et maintenant, la calculatrice, tous ces calculs à l'effet du 12 %. Alors, si vous descendez vers le bas, alors ça me dit NPV est égal à 0. Si je pèse le bouton Compute, ça va me donner le mauvais chiffre. Compute NPV, 12, Enter. Oups, non, j'avais le bon chiffre, excuse-moi. Okay. C'est moi qui s'est trompé quelque part. Et donc, en conséquence, le taux d'intérêt était de 16 %, ça me donne 237 000, qui est la valeur actuelle nette de mon projet. Alors, le fichier PDF qui est devant vous, c'est un fichier qui est en ligne. Ça vous explique toute la démarche nécessaire pour rentrer, toute la technique pour rentrer les boutons. C'est à vous de connaître votre calculatrice. Je ne peux pas vous aider à l'examen, même si on avait un examen en place à l'université, je ne vous aiderai pas pour votre calculatrice. C'est la vôtre, c'est à vous de la connaître. Alors, le calcul de valeur actuelle nette et taux de rendement interne, vous pouvez le faire avec tous les calculs, vous pouvez les faire facilement avec votre calculatrice. Donc, si on revient à notre exemple, 1 200 000 négatif plus 3 paiements de 640 000, ça donne une valeur actuelle nette de 237 000. Notre projet vaut 237 000. Si on investit aujourd'hui dans ce projet, on va créer 237 000 de valeur pour notre entreprise. Donc, on devrait accepter ce projet. La vanne est plus grande que 0. On accepte toutes les vannes tous les projets qui ont une vanne plus grande que 0. Si on a une contrainte budgétaire, on va accepter toute combinaison de vannes qui maximise la valeur de l'entreprise. Donc, je vais accepter n'importe quelle combinaison que la somme totale de toutes les vannes maximise la valeur de l'entreprise. OK, l'avantage de la valeur actuelle nette, c'est que ça te dit exactement quelle est la valeur du projet. Alors, c'est un beau chiffre qu'on est capable d'expliquer aux investisseurs. Ça tient compte de la valeur temporelle de l'argent avec le coût du capital. Alors, on tient compte des cash flows et non des profits. Alors, s'il y a quelqu'un qui manipule les états financiers, c'est plus difficile de le faire pour le cash flow. Et WACC, c'est un taux réaliste. Par contre, nous, quand on calcule WACC, on veut tout le temps utiliser les valeurs au livre.
Et j'ai vu plusieurs personnes qui vont utiliser des valeurs marchandes. Pour ce cours, on va tout le temps utiliser des valeurs au livre. Alors, je vais expliquer valeurs au livre, valeurs marchandes avec une des dernières slides. Désavantage de valeur actuelle nette, c'est que tous les cash flows futurs sont inconnus. Alors, garbage in, garbage out, ça veut dire que si toutes mes hypothèses sont fausses, tous mes résultats vont être faux. Et j'assume aussi que le taux d'intérêt demeure inchangé. Si la structure capitale de la firme change, on va voir ça plus au cours 2. Si la structure capitale de la firme change, WACC, il devrait changer. Nous, on va assumer que WACC est constant pour le projet. Deuxième calcul qu'on va faire, c'est l'indice de rentabilité. Pour chaque dollar qui est investi aujourd'hui, combien vaut ce dollar si j'investis dans le projet? Donc, ce que je fais, c'est que je regarde la valeur de tous les cash flows futurs. J'ai 3 cash flows de 640 000 escomptés à 16 % et je vais comparer ça au 1,2 million. Et ça va me donner un chiffre. Si le chiffre est plus grand que 1, bravo, c'est que ça correspond à une valeur actuelle nette positive. Alors, si ce chiffre est plus grand que 1, je devrais accepter le projet. Alors, l'avantage de l'indice de rentabilité, ça te dit exactement pour chaque dollar investi, tu fais combien de profit. Donc, la valeur de tous les cash flows futurs aujourd'hui au temps zéro, divisé par la valeur de l'investissement ou de tout l'argent qui rentre, divisé par tout l'argent qui sort, ça nous donne un chiffre. Si le chiffre est plus grand que 1, on crée de la valeur. Si le chiffre est plus petit que 1, on détruit de la valeur. Donc, si j'investis 1 million pour créer des cash flows de 800 000, l'indice de rentabilité va être plus petit que 1 et en conséquence, je devrais refuser ce projet. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question sur sa calculatrice. À la période d'exercice, je vais répondre à ta question pendant la période d'exercice. Donc, si je reviens et je regarde l'indice de rentabilité pour notre exemple, j'ai 3 paiements. J'ai une rente de 3 paiements de 640 000 escomptés à 16 %. Alors ici, vous pouvez noter ça au numérateur comme vous voulez. Vous pouvez mettre 640 000 A3 16 % ou VAA 640 000 3 16. Et ça va vous donner le 1 437 000 qu'on avait vu tantôt. On divise ça par 1 200 000 d'investissement et ça nous donne 1,19 ou 1,20. Ça veut dire, pour chaque dollar qui est investi aujourd'hui, je crée 20 cents aujourd'hui pour les actionnaire. Donc, si j'investis 1,2 million, je vais créer 237 000 $, pour les investisseurs. Donc, pour chaque dollar qui est investi, je crée 19,78 cents de valeur. Et cette valeur, elle est reconnue au temps t est égal à 0. Donc, j'ai investi 1,2 million au temps 0. Les cash flows futurs ont une valeur actuelle de 1 437 000. Et donc, pour chaque dollar investi, je crée 19,78 cents de valeur. L'indice est plus grand que 1, donc on va accepter le projet. Alors ici, toutes les ventes positives ont un indice de rentabilité plus grand que 1. Toutes les ventes négatives ont un indice de rentabilité plus petit que 1. Maintenant, au cours 5, on va utiliser la méthode suivante, l'annuité équivalente. Alors, je vous ai dit qu'on peut investir 1,2 million au temps 0 et recevoir 3 paiements de 640 000 au temps 1, 2 et 3. Ça, c'est équivalent à recevoir 237 000 au temps t est égal à 0. La question que je vous pose, c'est qu'au lieu de recevoir 237 000 au temps 0 et au lieu de payer 1,2 million aujourd'hui et de recevoir 640 000, quelle est la rente équivalente à ces séries de paiements? 3 paiements qui seraient versés au temps 1, 2 et 3 qui valent 237 000 $ aujourd'hui. Qui est équivalent à recevoir 1,2 million au temps 0 et 640 000 au temps 1, 2 et 3. En d'autres mots, vous avez gagné la 649, on vous offre 237 000 au temps 0. Mais vous optez pour la rente, une rente de 3 paiements égaux de X.
quelle est la valeur de X? X, c'est l'annuité équivalente. Maintenant, ce n'est pas intuitif pour l'exemple d'aujourd'hui, mais au cours 5, ça simplifie la tâche parce qu'on va avoir des projets de durée inégale qui se répètent. Alors, quand tu compares des projets qui sont répétés à chaque 3 ans versus des projets qui sont répétés à chaque 4 ans, c'est bon d'avoir une rente perpétuelle équivalente parce que tu es capable de comparer des rentes perpétuelles qui vont jusqu'à l'infini. Alors, perpétuelle, c'est des rentes infinies. Alors, la rente qui est la plus grande, c'est la rente qui a la plus de valeur. Donc, on va regarder quelle est la valeur ajoutée à chacune des 3 années. Alors, si on regardait cash flow, on reconnaît que le projet a une valeur de 337 000. Mais quand est-ce que cette valeur va être créée? Au temps 1, 2 et 3. Quelle est la valeur ajoutée à chacune des 3 années? Donc, on sait que 237 000, c'est la valeur du projet au temps 0. Et ça, c'est équivalent à une rente de X de 3 paiements escomptés à 16 %. Donc, dans votre calculatrice, si vous mettez 237 369 dans PV, assurez-vous que vous avez éclairé vos registres pour commencer. Alors, 237 369 dans Present Value. N est égal à 3, I est égal à 16, Compute Payment, alors le paiement de la rente, ça devrait vous donner 105 690. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un petit problème. C'est pas clair ça. 237 369. I est égal à 16. N est égal à 3. Compute Payment devrait vous donner 105 690. Si par contre, j'ai une autre calculatrice, je vais l'utiliser. 237 369 present value. N est égal à 16, 3. Si par contre, vous avez une réponse qui est égale à 91 112 et 42, vous regardez sur votre écran, vous avez peut-être BGN ou Begin qui est apparu quelque part. C'est parce que vous avez une calculatrice qui est en mode début de période. Vous devez enlever ce Begin, il devrait disparaître. Alors, soit que vous faites Second Function Mode ou Second Function BGN, c'est votre calculatrice. J'espère que votre prof vous l'a expliqué en Finance 1. Mais vous êtes en mode begin. C'est pour ça que ça vous donne un chiffre erroné. Et c'est plate à un examen si vous êtes en train de faire des calculs et vous avez oublié de mettre votre calcul en mode fin de période. Au cours 6, on regarde la location. Et les paiements de location sont en début de période. Donc, des fois, on va se mettre en mode begin. Alors, ça arrive souvent à un examen qu'un étudiant va faire son calcul en mode début de période, mais ça reste en mode début de période pour les calculs suivants. Alors, le projet vaut 237 369 au temps 0. C'est équivalent à recevoir 105 690 au temps 1, 2 et 3. C'est aussi équivalent à investir 1,2 million au temps t est égal à 0 et de recevoir 640 000 au temps 1, 2 et 3. Les 3 séries de paiements sont équivalents. En exercice, vérifiez que c'est vrai. Maintenant, un calcul qui est très important, c'est le taux de rendement interne. Quel est le taux d'intérêt, le taux de rendement que je fais à chaque année? Et pour ceci, tout ce que je fais, c'est que je dis que la vanne, à quel taux d'intérêt est-ce que la vanne est égale à 0? Alors, la vanne, c'est égal à l'investissement initial plus la série de tous les cash flows escomptés à un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui nous intéresse, c'est le taux de rendement interne, en anglais IRR. Ce bouton apparaît sur votre calculatrice. Alors, si le 1,2 million et le 640 000 est encore dans tes registres, quand tu vas faire Compute IRR, toutes les données sont déjà là, du moment que vous ne les avez pas effacées. Donc, à quel taux d'intérêt annuel est-ce que la valeur du projet tombe à 0? Ce taux d'intérêt, on appelle ça le taux de rendement interne ou le taux de rendement, IRR, Internal Rate of Return en anglais.
Si le taux de rendement est plus grand que notre coût du capital, alors on emprunte à du 16 %, on devrait investir dans des projets qui ont un rendement plus grand que 16 %. Si c'est le cas, on accepte le projet. Si le taux de rendement est plus petit que 16 %, on devrait refuser le projet parce que ça correspond à une vanne négative. On détruit de la valeur. Je ne vais pas emprunter à 16 % pour investir à 14 %. Alors, quel est le taux de rendement interne de notre projet? Taux de rendement interne, c'est le taux d'intérêt qui rend la vanne égale à 0. Donc, la vanne de 0 est égale à 1,2 million investi aujourd'hui. On ne l'escompte pas, on connaît que c'est versé aujourd'hui. Plus 640 000 escompté au taux de rendement interne pendant une période, cash flow au temps 1. Plus cash flow au temps 2 de 640 000 escompté au taux de rendement interne pendant 2 périodes. Plus cash flow 3, 640 000 escompté au taux de rendement interne pendant 3 périodes. Donc, si on ne veut pas utiliser la mémoire interne, puis on veut juste utiliser les clés les touches financières de notre calculatrice, on peut tout simplement mettre le 1,2 million du côté gauche de l'équation. Donc, 1,2 million correspond à 3 paiements de 640 000 escomptés au taux de rendement interne. Donc, si on utilise les touches financières de notre calculatrice, Present Value est égal à 1,2 million, Payment est égal à 640 000, N est égal à 3, Compute, taux d'intérêt, et ça devrait nous donner un taux de rendement interne de 27,76 %, qui est plus grand que 16 % et en conséquence, on devrait accepter le projet. Pour ceux d'entre vous qui veulent utiliser les clés mémoire internes, cash flow 0 doit être 1,2 million, cash flow 1, 2 et 3 doit être 640 000. Et maintenant, vous devriez faire Compute IRR et ça devrait vous donner 27,76 %. Par contre, à chaque fois que vous utilisez les clés internes, à moins de les effacer et de les mettre à 0, ils vont rester là. Alors, qu'est-ce qui arrive de temps en temps? C'est que quelqu'un fait un calcul pour un projet d'une durée de 3 ans, mais cash flow 4, 5 et 6 sont non nuls parce que la question précédente avait un projet d'une durée de 6 ans. Donc, ces clés mémoire vont rester là. Donc, je vais répéter. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais clairer toutes mes clés mémoire. Cash flow, je pèse le bouton cash flow. Alors, mon 1,2 million, il est encore là, il n'a pas disparu. Cash flow 1, 640 000. Cash flow 2, 640 000. Cash flow 3, 640 000. Et par la suite, je vais faire Compute IRR. Compute. Et ça devrait me donner 27,76. Pour la calculatrice, pour les clés financiers, je mets 1,2 million dans Present Value. Je mets 640 000 dans Paiement. Je mets N est égal à 3 et je fais Compute taux d'intérêt. Et ça va me donner, moi ma calculatrice, ça prend plus de temps, ça devrait donner 27,76. Maintenant, ici, les 3 paiements sont constants de 640 000. Si les cash flows ne sont pas constants, vous n'allez pas être capable d'utiliser les touches financières, vous allez devoir passer par les registres. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ce fichier en ligne. Vous devez savoir comment utiliser votre calculatrice. OK, alors, l'avantage du taux de rendement interne, encore une fois, on utilise cash flow et non profit, et ça tient compte de la valeur temporelle de l'argent. Mais la raison pourquoi on aime ça, c'est que c'est facile à expliquer que j'ai fait du 27,76 % par année sur mon investissement. C'est un chiffre qui plaît aux investisseurs, c'est facile à expliquer. Quelques désavantages, c'est que si je suis en train de faire 27,76 %, ça veut dire que dans un an, je reçois 640 000.
bonne chance de trouver un autre investissement où est-ce que je pourrais placer ce 640 000 à 27,76 %. On assume que l'argent est réinvesti au même taux, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a très peu de projets sur le marché qui valent 27,76 %. Alors, si les cash flows sont irréguliers, vous devez savoir comment utiliser les registres. C'est à vous de le savoir. Et des fois, VAN et taux de rendement interne vont être en conflit. On va voir ça au cours 3. Et on devrait toujours maximiser la valeur des actionnaires. Donc, si les deux sont en conflit, on préfère VAN sur le taux de rendement interne. Ça sera revu au cours 3 et au cours 4. Le délai de récupération. J'ai investi 1 200 000 au temps zéro. Je reçois 3 paiements de 640 000. Si je ne tiens pas compte du taux d'intérêt, combien d'années ça va me prendre pour récupérer mon argent? Alors, normalement, la compagnie va avoir un délai. Si la compagnie, supposons que dans notre exemple, la compagnie dit si on ne récupère pas notre argent à l'intérieur de 2 ans, on n'est pas intéressé. Donc, on va regarder. La première année, on paye 1,2 million au temps zéro. La première année, on a reçu 640 000. Ça veut dire qu'il nous reste 560 000 à recevoir. La deuxième année, on va recevoir 640 000. Donc, au courant de la deuxième année, on va avoir récupéré notre argent. Alors, on est à l'intérieur du délai de 2 ans. Mais quel est le chiffre exact? On va assumer que le 640 000 est payé uniformément à travers chaque période. Donc, 640 000 par année, c'est aux alentours de 53 333 par mois. Ou si vous voulez, aux alentours de 1 800 $ par jour. Alors, combien de temps est-ce que ça prend pour récupérer notre argent? Donc, au temps t est égal à 0, on investit 1,2 million. J'ai 1,2 million à récupérer. Au temps 1, je reçois 640 000 $ et donc, sur le 1,2 million, il me reste toujours 560 000 à récupérer. Pendant la deuxième année, on va recevoir 640 000, qui est plus que le 660 000 qui est nécessaire à récupérer. Donc, on va assumer que le 640 000 il est reçu de façon constante à travers l'année. Et donc, en conséquence, ça nous prendrait 7/8 d'une deuxième année afin de récupérer les derniers 560 000. Donc, 560 000 divisé par 640, ça veut dire 0,875 années supplémentaires pour récupérer les derniers 660 000. Donc, le délai de récupération, c'est une année complète et 7/8 d'une seconde année, 1,875 années en tout. C'est à l'intérieur de notre délai, donc on devrait accepter ce projet. On assume bien sûr que la vanne elle est positive et que le taux de rendement interne est plus grand que le coût du capital. Si le délai de récupération est en dessous de 2, on accepte le projet. On assume par contre que ça doit être un projet qui est profitable. Maintenant, le délai de récupération ne tient pas compte des intérêts. Pourquoi qu'on fait ça? Mais la plupart des personnes sont capables de faire le calcul dans leur tête. Si vous voulez être complexe, vous pouvez tenir compte des intérêts, mais je veux dire, la plupart des personnes font ce calcul de façon naturellement. J'ai payé 30 000 pour 3 années d'éducation à l'UQAM. J'aurais pu travailler comme bartender pour 20 000 $ par année. Sinon, je vais devenir comptable pour 50 000 $ par année par la suite. Combien de temps est-ce que mon investissement de temps à l'UQAM, ça me prendrait pour récupérer? Tout le monde fait ce calcul. Mais quand on fait ce calcul, c'est très rare qu'on tienne compte des intérêts parce que ça rend ça très compliqué. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Le délai de récupération actualisé va tenir compte des intérêts. Donc, je paye quand même 1,2 million au temps zéro, mais le 640 000 qui est reçu au temps 1, je vais l'escompter pour une période à 16 %. Donc, recevoir 640 000 aujourd'hui et recevoir 640 000 dans une année, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais tenir compte, le 640 000, je le reçois dans un an. Ça vaut combien ce 640 000 aujourd'hui? La même chose pour temps 2, je vais l'escompter pendant 2 périodes. Et au temps 3, je vais l'escompter pendant 3 périodes. Encore une fois, combien de temps est-ce que ça me prend pour récupérer mon 1,2 million? Si la norme établie par la compagnie est de 2 ans, est-ce qu'on devrait accepter ce projet si on utilise le délai de récupération actualisé?
Donc, au temps t est égal à 0, j'investis 1,2 million. J'ai 1,2 million à récupérer. Au temps t est égal à 1, je reçois 640 000 $. Par contre, ce 640 000 $ au temps 1, il vaut combien aujourd'hui? Je vais l'escompter à 16 % pendant une période. Donc, 640 000 dans un an, ça vaut 551 000 aujourd'hui. Donc, j'ai 1,2 million à récupérer. La première année, je vais seulement récupérer 551 000 et non 640 000 parce que je tiens compte des intérêts. Donc, ça veut dire qu'il me resterait 648 276 à récupérer. La deuxième année, je reçois encore 640 000. Par contre, ça c'est au temps t est égal à 2, 640 000, je vais l'escompter à 16 % pendant 2 périodes. Donc, 640 000 escompté à 16 % pendant 2 périodes, ça veut dire qu'aujourd'hui vaudrait 475 624. Il me restait 648 000 à récupérer. La deuxième année, je vais récupérer 475 000. Donc, il me resterait toujours 172 652 à récupérer. Donc, je vais refuser le projet. Je n'ai pas récupéré mon argent à l'intérieur de 2 ans. C'est un projet qui est profitable, mais je ne récupère pas assez facilement, rapidement, mon cash. Au temps t est égal à 3, encore une fois, je vais recevoir 640 000. Ce 640 000 va être escompté à 16 %. Et j'espère que je vais au moins récupérer 172 000. J'ai 640 000 qui est reçu. La valeur actuelle de 640 000 escomptée pendant 3 périodes, c'est 410 000. Donc, j'ai plus que le 172 000 qui me restait à récupérer. Donc, je sais que le délai de récupération actualisé, c'est plus que 2 ans et moins que 3 ans. Quel est le chiffre exact? Je vais tout simplement assumer que le 410 000 il est reçu uniformément pendant l'année. Alors, quelque chose comme 1150 $ par jour pendant l'année. Alors, quelle proportion de la troisième année est-ce que ça me prendrait? Je vais tout simplement dire 172 000 divisé par 410 000, donc 0,421 années supplémentaires. Oui, le titre, ça devrait dire délai de récupération actualisé. Alors, bravo à Sarabit. Oui, c'est ça, Sarabit, je vais te donner un point. Donc, ça me prend un total de 2,421 années afin de récupérer mon 1,2 million investi au temps t est égal à 0. Donc, si le délai établi par la compagnie est de 2 ans, je dois refuser ce projet. Donc, valeur actuelle nette, valeur du projet. Indice de rentabilité. Pour chaque dollar investi aujourd'hui, combien vaut ce dollar si j'investis dans le projet? Annuité équivalente. Si j'investis un certain montant aujourd'hui, au lieu de reconnaître tous mes profits aujourd'hui, quel est le cash flow qui serait reconnu pendant chaque année du projet? Taux de rendement interne. Quel est le rendement de mon projet? Pour chaque dollar investi à chaque année, je fais du 27,76 %. Délai de récupération. Combien de temps ça me prend pour récupérer mon 1,2 million, 1,875? Et si je tiens compte des intérêts, combien de temps que ça me prend pour récupérer mon 1,2 million, 2,421? Toute cette session, tout le cours, c'est ces calculs-là qu'on va faire. On va tout simplement faire des variations sur des thèmes. On va se compliquer la vie sur les taux d'intérêt. On va regarder tous les détails nécessaires.
Une petite note. J'ai mentionné tantôt que j'utilise la valeur au livre ou la valeur comptable. En anglais, on dit book value, qui est différent de market value. Alors, la book value, c'est la valeur au livre de tous les actifs. Alors, si je te dis la valeur des actionnaires ordinaires, tu regardes dans les financial statements, tu regardes dans le balance sheet et tu regardes common shares, quelle est la valeur de tous les common shares. Mais si tu vas sur l'Internet, sur les indices boursiers, vous allez voir que la valeur au livre et la valeur marchande est différente. Alors, si tu regardes la valeur au livre d'une action de Apple, alors Apple, le titre, il se transige à 400 $, mais la valeur au livre de chaque action est de 50 $. Le 50 $ représente l'investissement initial de Apple, de Steve Jobs et de tous ses compatriotes en 1978, plus tous les bénéfices non répartis, donc tous les profits, tous les cash flows de la compagnie à travers toutes les années qui n'ont pas été versés sous forme de dividendes. Ça, c'est la valeur au livre des actions ordinaires. Et la valeur marchande des actions ordinaires, c'est le prix auquel le monde se les transige sur le marché aujourd'hui, 400 $. Alors, l'exemple que j'ai ici, au 1er janvier 2019, vous ouvrez un restaurant pour 200 000 $. Vous avez 200 000 $ dans vos poches et vous ouvrez un restaurant. Alors, la valeur des actionnaires ordinaires est de 200 000 $, aucune dette, aucun preferred. Vous vous attendez à faire du 25 % par année. Donc, tu t'attends à faire 50 000 $ pendant l'année avec ton restaurant. À la fin de l'année, tous les profits, tous les cash flows sont versés sous forme de dividendes. Mais au 31 décembre, on réalise que les cash flows, au lieu d'être de 50 000, sont de 500 000. Donc, quelle est la valeur au livre du restaurant après que j'ai versé le dividende? La valeur au livre, au temps zéro, était de 200 000, la valeur des actionnaires. Pendant l'année, la compagnie elle a créé 500 000 $ de cash flow. Donc, la valeur des actionnaires est de 700 000 $, mais je verse un dividende de 500 000 $, donc la valeur au livre des actionnaires retombe à 200 000 $. Quelle est la valeur marchande du restaurant? Au 1er janvier de l'année suivante, on vous offre 500 000 pour ce restaurant. Est-ce que vous allez l'accepter? Vous avez investi 200 000 au début de l'année. À la fin de l'année, on vous offre 500 000 pour ce restaurant. Par contre, pendant l'année, le restaurant a fait 500 000 $ en profit. Est-ce que tu vas vendre ce restaurant pour 500 000 $? Si vous êtes intelligent, j'espère que vous allez dire non. Pourquoi? La valeur au livre au 1er janvier était de 200 000. Pendant l'année, il n'y a aucune dette. Les common shares valent 200 000, les preferred shares valent 0. Le coût du capital, 100 % de la compagnie est financé par les actionnaires qui s'attendent à du 25 %. Alors, tous tes projets, tu devrais les escompter à du 25 %. Oups, je vais vous laisser le temps d'écrire. Donc, la valeur au livre après le versement du dividende est de 200 000. Si quelqu'un vous offre 500 000 $ pour ce restaurant, est-ce que vous devriez accepter? Quelle est la valeur marchande de l'entreprise? La valeur marchande de l'entreprise, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Alors, tu as un restaurant qui va générer 500 000 $ par année, assumé perpétuellement. Est-ce que tu vas vraiment accepter 500 000 $ pour ce restaurant? Probablement que non. J'ai 500 000 cette année, l'année prochaine, l'année suivante, jusqu'à l'infini. Ce restaurant vaut beaucoup plus que 500 000 $. Donc, le cash flow était de 500 000. Si on assume que ces cash flows de 500 000 vont être en perpétuité, on va les escompter à 25 %. Donc, immédiatement, au début de l'année, le restaurant vaut 200 000. À la fin de l'année, avant qu'on verse le dividende, le restaurant vaut 200 000 $ plus 500 000 de profit ou de cash flow pendant l'année. Par la suite, je verse un dividende de 500 000, alors je retombe à 200 000 $. On va assumer la dépréciation, elle est négligeable ici. Donc, la valeur marchande du restaurant est égale à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. J'ai 500 000 par année jusqu'à l'infini, escompté à 25 %. Donc, c'est une perpétuité.
Pour une perpétuité, ce que vous faites, c'est qu'avec votre calculatrice, dans les boutons financiers, vous mettez taux d'intérêt 25 payment est égal à 500 000. Mais comment est-ce que vous mettez n est égal à l'infini? Bien, si vous voulez, vous pouvez mettre 999. Mettez un chiffre extrêmement grand. 9999999. Essayez ça. Alors, si vous mettez 9999999 dans n, 25 dans taux d'intérêt, 500 000 dans paiement, compute present value, ça devrait vous donner 2 millions. La valeur marchande du restaurant est de 2 millions. OK, alors si vous avez fait Finance 1 avec moi ou si vous l'avez oublié, la formule, c'est tout simplement cash flow divisé par taux d'intérêt. Alors, 500 000 divisé par 0,25. Mais si vous avez oublié la formule, dès que vous êtes capable d'utiliser votre calculatrice, vous êtes capable de contourner ça. Alors, 500 000 divisé par 0,25, où paiement est égal à 500 000, I est égal à 25, N est égal à 9999999. Compute present value, la valeur de votre entreprise est de 2 millions. La valeur marchande, la market value, MV, market value, est de 2 millions. La valeur comptable, la book value, est de 200 000. Si on vous offre 500 000 $, on devrait dire non. Le bon prix est d'au moins 2 millions. Je devrais recevoir au moins 2 millions. Alors, si quelqu'un me donne 2 millions pour ce restaurant, je devrais être indifférent entre garder le restaurant et de le vendre. Donc, le vendeur va faire une vente de 200 000 $ d'actifs, la book value, et un gain capital de 1,8 million. Il va devoir payer des taxes sur ce 1,8 million. Pour l'acheteur, l'acheteur a maintenant des actifs de 2 millions. La valeur des actifs tangibles, c'est 200 000 $ et un intangible va être créé, alors le goodwill, de 1,8 million. Afin que la valeur marchande soit égale à la valeur comptable, le cash flow doit être de 25 %. On a investi 200 000 $, on s'attendait à faire du 25 % ou ben donc 50 000 $. Au lieu de faire 25 %, on fait 250 % par année, donc on reçoit 500 000 $ par année. Et c'est pour ça que la valeur marchande vaut plus que la valeur au livre. La valeur au livre tient compte juste du passé et la valeur marchande tient compte juste du futur.